I'm pessimistic, looking at the mess depicted. But I'm blessed to live this. Can I get an extra witness? Ok. Donc comment ça va se passer? On va faire peut-être 45 minutes de tour ou un truc comme ça. Il y aura un bon temps pour poser des questions. Et après, vous pouvez continuer votre discussion que vous venez de commencer ici. Donc ouais, alors dans un premier temps, je vais demander aux personnes de se présenter. Donc il y a Julien, qui est une personne que je connais déjà on se connaît depuis bien 2 ans, un truc comme ça. On se connaît depuis bien 2-3 ans, donc on a joué un petit peu ensemble. Et en fait déjà à l'époque, toi tu étais signé chez Tiller quand on s'est rencontrés. Quand on s'est rencontrés, j'étais signé chez Tiller, ouais. Ok, d'accord. Tu venais de sortir un EP qui s'appelait The Movie. The Movie, ok, cool. On a fait quelques dates ensemble et tout ça, et déjà à l'époque où j'ai commencé à le rencontrer, il me parlait déjà beaucoup de labels et il avait déjà une très bonne vision des labels, c'est pour ça que je me suis dit que ça pouvait être intéressant de parler avec toi. Par la suite, tu as été signé chez Autodayo Records, c'est récent. Ouais, c'est récent, oui, ça date d'1 an. Je sais pas si on entend. Est-ce que c'est pas important? Ouais, je vais dire. Ouais, c'est le label d'un groupe qui s'appelle Tatchukaz. Les gens qui aiment bien la musique un peu vénère connaîtront peut-être. Voilà, donc ouais, ça date d'1 an et récemment j'étais sur Colligence, enfin je suis sur Colligence Records. Ok, donc du coup Colligence Records, qui est le label géré par Charles. Donc, je trouvais intéressant en fait sur cette conférence d'avoir les deux, à la fois la vision de la personne qui détient le label et de la personne qui est signée par le label. Donc du coup, toi Charles, Colligence Records, il y a combien de temps? Bonsoir tout le monde déjà. Du coup, j'ai monté Colligence Records en 2017 officiellement et la boîte a pris toute son activité en 2018. Et Avi nous a rejoint là en septembre. C'est en septembre avec la dernière sortie de son single. Bon, voilà. Okay. Tu es aussi chez Game Club en directeur artistique, il me semble. Exactement. Du coup, j'ai un peu la double casquette. C'est assez intéressant de pouvoir justement avoir cette double casquette qui me permet à la fois d'être sur un côté un peu plus stratégie de boîte, développement d'un label, etc. Et en même temps de garder ma position de directeur artistique, d'être toujours aussi proche des artistes et de les emmener tout le temps un peu plus loin. Du coup, je sais pas, pour ceux qui, peut-être que vous connaissez pas tous Game Club, du coup Game Club c'est un éditeur. On est éditeur et on fait beaucoup de développement d'artistes et on appartient à un grand groupe qui s'appelle Universal. On fait un peu tout le développement de projets chez Universal. En gros, voilà, tout en gardant notre indépendance. Donc c'est assez intéressant de bosser dans une boîte comme ça. Ok. On va parler justement aussi de cette différence entre l'édition, label et tout ça, parce que toi tu es signé donc, chez Game Club aussi en édition. Comme ça qu'on s'est rencontrés. Ah, c'est d'abord par l'édition que tu as rencontré Charles. Ok. Et en étant en édition, après t'as signé. Ouais, on s'est rencontrés chez Game Club. Un jour j'ai reçu un mail me disant que le directeur artistique avait changé et qu'il voulait s'entretenir. Et du coup, j'ai rencontré Charles qui m'a parlé de son label et voilà. Ok, d'accord. Ok, très intéressant. Tiens, du coup, Charles, moi j'ai une première question, c'est qu'est-ce qui t'a poussé à fonder Colligence Records? Et en gros, quelle est ta mission principale avec ce label? Quels sont les constats que tu as fait? Voilà. On va savoir un peu la fondation, quoi. Ok. Alors, ce qui m'a poussé à monter Colligence Records, en fait, il faut savoir que du coup, dans mon passif, j'ai été manager d'artistes pendant 7-8 ans. Et j'avais envie de passer un cap et essayer d'autres choses que faire simplement du management. Surtout que je me suis confronté. Désolé. Ah, je crois que vous avez un peu l'enceinte. Pourquoi? Si ça buzz, on l'enlèvera. Mais vous m'entendez quand même, c'est bon? Ok, magnifique. Et du coup, je disais, voilà, donc j'ai fait beaucoup de management et je me suis rendu compte des problématiques qu'on rencontrait quand on développait de jeunes artistes. Et du coup, j'ai monté à la base un Colligence Records en tant que boîte de management en ayant une force de frappe au niveau de la distribution et en étant fort en distribution et en médias et en playlist Spotify et Deezer, etc. pour donner la chance à de nouveaux artistes que je voulais défendre de pouvoir canaliser leurs projets et les emmener un peu plus loin. Donc quand je dis management, ça s'est basculé automatiquement sur Colligence Records. Sur laquelle, le label maintenant, on est 5 dessus, on est 5 personnes sur le label, donc je suis assez content. Mais du coup, forcément, mon statut a aussi changé,
je suis un peu moins proche des artistes. Je travaille beaucoup sur la stratégie de la boîte et le partenariat qu'on peut avoir entre Colligence Records et d'autres labels pour trouver des licences pour les artistes, ou bien les contrats de distribution, ou bien certaines plateformes, certains médias, etc. Je suis un peu moins proche des artistes Encore que j'ai pu l'être. Donne-lui ton micro, ça va être plus simple. Hein? Donne-lui ton micro. Je crois pas que ce soit le micro, je vais essayer d'en faire. On va essayer. Si ça bug trop, on enlèvera l'enceinte. Ouais. Bon voilà, en gros, du coup, pour faire simple, c'était vraiment, mon rôle a un peu changé sur Colligence, même que j'essaye de rester très proche des artistes. Alors qu'en revanche, chez Gum, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, je retrouve ma casquette de DA, chef de projet, sur lequel tu peux accompagner les artistes, vraiment passer du temps avec eux, les emmener en studio, réfléchir sur la carrière et la stratégie. Donc c'est pour ça que d'ailleurs j'ai pris le job chez Gum là en début d'année, parce que j'avais besoin c'était quelque chose que je perdais, cet ADN, je la perdais chez Colligence parce que j'étais parti sur une autre formule, et donc voilà, en rouge. Ok, J'ai un peu répondu à tes questions. Ouais, carrément. Qui se pose cette question, du coup, en fait, c'est qui les artistes que tu accompagnes? Qui sont les artistes que tu accompagnes? Et est-ce que tu as des styles particuliers que tu accompagnes? Est-ce que quelle est la direction artistique du label finalement? Alors, moi je vois le label, nous, enfin, sur Colligence Records, on est vraiment des catalyseurs de talent. Du coup, on n'a pas forcément de style très précis. On fait de la musique actuelle, donc on ne part pas dans le classique, on ne part pas dans le jazz, qui sont des réseaux complètement différents. En revanche, effectivement, sur tout ce qui est musique actuelle, c'est des réseaux qui sont plus ou moins similaires. Du coup, on a décidé de vraiment brasser la musique actuelle, et surtout, je me suis aussi rendu compte qu'on ne pouvait pas avoir dans la même écurie, vu qu'on fait beaucoup de management et qu'on est très proche de nos artistes, avoir deux artistes similaires. C'est un choix que j'ai pris. Effectivement, c'est un peu à contre-courant de tout ce qui s'est fait depuis 2010, quand on voit d'autres labels comme Cracky Records ou Microclimat ou enfin d'autres qui sont vraiment dans une démarche d'avoir une ligne éditoriale bien précise. C'est vrai que nous on est parti à contre-courant. Du coup, on a des artistes électro comme Ali, mais comme Sacre aussi, qui sont dans des délires complètement différents sur l'électronique. On a aussi des artistes urbains, avec Baby Solo par exemple, qui fait vraiment du rap. C'est une fille qui fait du rap. On a Dimanche qui est plus sur un côté de chill pop en français. On a signé récemment, la semaine dernière, on a signé un chanteur qui fait de l'afro-trap. Donc on brasse très très large, mais ça nous permet d'être très spécialisés par artiste, et surtout de passer un vrai temps précis sur chaque artiste, de pouvoir bien délimiter nos zones de compétences et ne jamais rentrer dans des conflits d'intérêts entre nos artistes. Et pour moi, ça c'est très important. Ils ont tous leur place chez nous, et il n'y a pas de concurrence entre eux. Au contraire, on est plus dans un truc collaboratif, maison d'artistes, où on veut vraiment que tout le monde se sente bien et puisse bosser ensemble. Voilà. Ok, super, cool, merci. Vraiment, c'est assez large et tout. Quand même tout est intéressant. On va revenir sur cette notion de travail aussi, de la façon dont tu les accompagnes et tout. Moi, il y a plusieurs questions que j'aimerais te poser aussi, Ali. Déjà, alors, tu as parlé vite fait en fait du moment où tu as rencontré Charles et comment t'en es arrivé à signer chez Colligence. Moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est aussi comment tu as rencontré donc, ton manager qui est chez Tiller, Luc, qui est toujours, Je travaille plus avec lui. Ok, d'accord, pardon. Pas un jour. Ok, donc comment t'as commencé, comment t'as signé chez Tiller, comment t'as signé chez Autodadio, comment s'est passée la signature de Colligence, et même comment t'es arrivé en édition chez Gun Club. Donc voilà, comment ça s'est passé déjà ça? Tout était hyper différent pour chaque événement, c'était pas les mêmes époques, enfin c'est pas le même moment, même expérience, mais en gros à la base moi en fait je faisais tout en indé. Voilà, j'ai commencé par faire du beatmaking en des samples sur tout un tas de vinyles que je kiffais un peu à la Waxelor, à la Grammatic, ce genre d'artistes-là. Et du coup, je faisais tout en indé. J'ai sorti un premier EP au moment où j'ai commencé à me professionnaliser. Un premier EP totalement en indé qui a plutôt bien marché sur SoundCloud, sur Spotify, tout ça.
Et à cette époque, j'ai commencé à faire quelques dates et j'avais fait, je me rappelle, une date pour une marque de vêtements donc, qui s'appelle Tiller, qui a un label à côté qui s'appelle Tiller Records. Et 4-5 mois plus tard, en fait, la personne qui gérait Tiller Records m'a contacté par une connaissance qu'on avait, par le mec qui m'avait fait jouer en fait chez Tiller, parce qu'à l'époque, il recherchait des nouveaux artistes, des nouveaux styles, etc. Et il m'a demandé si j'avais des démos à lui envoyer. Moi, j'avais jamais encore pensé vraiment à signer sur un label ou quoi, parce que je faisais la promo moi-même, je faisais tout moi-même. Puis avec un groupe d'amis voilà, qui m'aidaient pour la DA, pour les covers, etc. Et du coup, j'ai fait écouter la démo, ça lui a plutôt plu. Et du coup, on est parti pour une première signature chez Tiller. À l'époque, j'avais pas trop d'expérience là-dessus, donc j'ai pas trop posé de questions, j'ai laissé le truc venir. Après ça, du coup, cette personne en fait est devenue mon manager, la personne qui gérait du coup le label Tiller. Et j'ai fait un premier single en fait, Good to Believe, qui est sorti l'année dernière. Et à cette époque, on s'est dit que Tiller n'était pas forcément le meilleur label pour représenter le morceau et pour le défendre, puisque c'est un label plus trap, hip-hop, rap, etc. Du coup, on a cherché d'autres labels. Moi, j'avais rencontré à l'époque iRace, qui est un des deux artistes qui forment le duo Tatchukaz, qui ont le label Autodayo Records. Voilà, j'ai contacté quelques labels, mais eux en particulier, ils ont été hyper séduits par le projet, par la DA. Enfin, je leur ai envoyé un projet vraiment pensé à 360, terminé. J'ai pas juste envoyé la démo. Quand je l'ai envoyé, c'était déjà mixé, masterisé. Il y avait la cover, il y avait plus qu'à sortir, quoi. Et du coup, ils ont été complètement partants. Et c'est à cette époque aussi où j'ai été contacté par Gum, en fait. Donc la personne qui travaillait avant Charles, qui avait le même poste que lui chez Gum, traînait sur le SoundCloud de Tiller. Il m'avait dit, il était tombé sur l'EP que j'avais fait pour à l'époque, qui était un EP Future Bass, du coup. Voilà, parce que ma première signature en label, forcément, c'est le moment où tu peux plus te permettre de mettre des samples dans tes prods, parce que du coup ça gêne un peu tout le monde, et les labels. Du coup là j'étais vraiment à un niveau où du coup je me suis mis à composer tout moi-même et à produire tout moi-même, ce qui n'est pas le cas avec le sample, mais je trouve que le sample c'est une super école en fait, parce qu'à force de sampler, on finit par se rendre compte comment font les mecs qu'on sample, et ça nous permet de progresser justement en ce sens. Du coup voilà, on a fait la sortie sur Autodayo Records qui s'est super bien passé, ça a très bien marché sur SoundCloud, Spotify, etc. Ça s'est très bien passé. Et du coup j'ai rencontré Charles par la suite, voilà, donc qui était chez Gum, on a parlé de mon projet, etc. J'ai découvert Colligence Records, du coup je m'y suis intéressé, j'ai trouvé le projet très cool, voilà, tout ce qui entoure le projet en fait, les artistes, les DA, les stratégies, etc. Je les ai trouvés super appropriés à ce que moi je pensais justement au niveau de la musique et au track que j'étais en train de faire. Donc du coup on en a parlé, lui croyait au projet, moi aussi, et du coup on a sorti un premier single ensemble il y a 3 semaines, on est bientôt la 3e semaine là, qui a plutôt bien marché. Voilà, donc je suis plutôt hyper content de ces signatures, et puis ça m'a surtout apporté énormément d'expérience en fait. Le fait de signer un peu à droite à gauche, ça permet un peu de voir tous les labels n'ont pas la même stratégie, n'ont pas la même façon de faire les choses, et du coup ça permet vraiment de prendre énormément d'expérience et de savoir par rapport à ça, parce qu'on voit comment eux font, et voilà. Ok, c'est hyper intéressant, tout ça, il y a plein de choses différentes pour chaque signature. Ok, cool. Il y a plein de choses hyper intéressantes. Moi, j'aimerais revenir sur un truc que tu as dit, en fait, où tu disais, pour Autodayo Records, tu leur as envoyé tes sons qui étaient déjà donc, mixés, masterisés, tu avais déjà la cover, tu avais déjà pas mal de choses. Est-ce que tu penses que c'est vraiment quelque chose qui se fait dans tous les labels actuellement? Parce que là, en gros, ce qui s'entend à la question, c'est, moi, je rencontre plein de musiciens qui n'arrêtent pas de me dire comment on fait pour signer un label, est-ce que je dois envoyer juste ma démo, est-ce que ça doit être mixé, est-ce que je dois avoir une fanbase? Toi, qu'est-ce que t'en penses de ça? En fait, ça dépend, parce que ce qui est pas mal non plus, c'est que le DA du label puisse aussi s'approprier le projet, en fait. C'est ça qui est bien quand on envoie juste une démo qui est juste avec une mise à plat ou juste un mix. Si la personne à qui on envoie arrive à se projeter et se dit j'ai envie d'en faire ça, c'est pas plus mal non plus, parce que du coup
lui il va s'investir dans le projet, il va un peu se l'approprier, et c'est cool que du coup le DA du label s'approprie un peu le son, parce que du coup il met sa personne et il s'investit dedans. Après là, moi, étant donné que de base je faisais tout en indé, et que j'avais l'habitude de faire ça depuis toujours, à la base je comptais même pas forcément trouver un label, c'est mon manager qui a poussé vers plusieurs labels. J'ai eu des rendez-vous en major, voilà, ça c'est pas fait parce que pour diverses raisons, parce que il y a une grosse différence entre la vision de la musique chez les majors et chez les labels indés. C'est vrai que les quelques rendez-vous en major que j'ai fait, c'était strictement business. On parlait du morceau comme d'un liquide vaisselle, c'était assez bizarre. D'ailleurs, je me souviens d'un DA qui m'a directement dit je suis désolé, on va parler de ton morceau comme un produit, mais t'inquiète pas, on parlera de la partie artistique peut-être plus tard, mais là c'est pas ce qui nous intéresse. Il s'est excusé directement de me dire qu'on allait en parler un peu, voilà. Mais voilà, et chez les labels indés, en fait, du coup, il y avait plus cette notion d'artistique justement, et la cover après ils se sont un peu appropriés puisqu'ils l'ont prise, ils en ont fait des vidéos, ils en ont fait des teasers, ils ont bossé dessus. Et par exemple, le son que j'ai envoyé était masterisé, mais ils m'ont demandé de leur renvoyer le son seulement mixé pour que eux fassent le mastering eux-mêmes, pour que ça coïncide mieux avec toutes leurs autres sorties en fait. Autodaio, ils font tout leur mastering pour que tout leur son sonne à peu près pareil. À peu près pareil, en tout cas que ce soit la même compression, etc. pour que en cas de compile ou si tu es sur leur page SoundCloud ou quoi, que tu écoutes, qu'il n'y ait pas de différence entre les différents morceaux en fait. Donc après ça dépend, hein. Moi je sais que j'aime bien envoyer avec une cover déjà, pour montrer que le projet de toute façon il est un peu clé en main entre guillemets, il a été pensé en tout cas à 360 quoi. Je pense que ce que les labels aiment qu'un projet ce soit pas que un morceau en fait. Parce qu'avec un seul morceau, c'est difficile de se projeter. Il faut que le truc soit déjà un peu en place, un peu posé, et qu'ils voient que tu as déjà pensé le truc en fait, avant même qu'ils pensent. Ouais. Une vraie question de vision en fait de l'artiste, un peu voir. Ouais, moi je pense ça. Après, je pense qu'il y a sûrement des DA qui préfèrent eux avoir les idées, etc. Je pense que ça dépend après. Justement, j'aimerais bien savoir ce que toi t'en penses du coup en tant que label. Déjà, alors j'imagine que tu dois recevoir forcément souvent pas mal de démos, plein de choses. Alors, quand j'ai commencé à organiser cette conf, une des questions qui est revenue le plus quand je demandais qu'est-ce que vous voulez qu'on pose comme question, c'est forcément comment on les contacte, les labels. Qu'est-ce qui se passe dans leur tête, qu'est-ce qu'ils attendent, tu vois. Donc là c'est intéressant ce que nous a dit Julien là-dessus, qu'il envoyait ces morceaux avec une vision comme ça à 360, mais aussi que certains en fait, labels et DA trouvaient aussi des moyens de s'approprier le projet. Comment ça se passe chez vous, chez Colligence et en tant que DA chez Game Record? Ok, alors effectivement on reçoit beaucoup de démos. Ça c'est un fait, mais je pense que c'est normal, comme les médias qui reçoivent beaucoup de projets, etc. On essaie de tout écouter, heureusement qu'on est toute une équipe, que ce soit chez Guillaume ou chez Colligence, pour pouvoir écouter les choses. Maintenant, quand tu me demandes, si jamais ta question c'est est-ce qu'il y a une bonne façon de demander à un label, une bonne façon de faire pour envoyer ces démos à un label, je pense que oui, il y a des choses en tout cas à ne pas faire. Il faut déjà savoir pourquoi vous cherchez un label. Pourquoi vous cherchez un label, c'est la première question. Pourquoi vous cherchez plus un label qu'un éditeur? Pourquoi vous cherchez plus un label, un éditeur plutôt qu'un tourneur? Et pourquoi vous cherchez un entourage autour du projet? Qu'est-ce que la personne qui est en face peut vous apporter? Ça c'est la première question, parce que vu que moi je suis à la fois sur une partie éditeur et à la fois sur une partie label, il y a beaucoup de gens que je rencontre qui ne font pas la différence entre les deux et qui ne savent pas quel va être l'intérêt pour eux de signer sur un label et quel va être l'intérêt pour eux de signer chez un éditeur. Et déjà, pour moi c'est une première erreur. Il faut vraiment savoir qu'est-ce qu'on va chercher chez le partenaire qu'on sollicite. Déjà ça va faire le tri, parce que ça sert à rien d'envoyer 500 mails à 500 labels ou 500 éditeurs, peu importe. Donc ça c'est vraiment ça c'est propre à chacun, propre à chaque projet. Et ensuite la musique, ça parle beaucoup, c'est vraiment quelque chose qui est, c'est le nerf de la guerre, mais il y a tout un autre aspect qui va être aussi genre
la progression des projets artistiques, vers où vous voulez aller, vers quoi vous voulez tendre, quelle est votre stratégie, qu'est-ce que vous avez en tête. C'est pour ça que je sais que par exemple Julien, ça peut le frustrer d'avoir un DA qui parle en tant que produit. Je pense que produit, c'est pas le bon terme. En revanche, effectivement, c'est pas juste de la musique, c'est tout un projet. Et donc, qui dit projet, dit forcément stratégie. Et dans la stratégie, il y a tout ce qui est marketing, etc. Bien qu'on garde en tête que le nerf de la guerre, ça va être la musique. Mais il faut que vous sachiez où vous allez. C'est-à-dire, c'est cool qu'on ait un artwork, parce que c'est vrai que on sait tout de suite vers quoi s'identifier. Je vais prendre un exemple. Si on a un artwork comme, on va dire, lo-fi, un peu à la Lolo's Way, ou si on a un artwork très pop à la Angel, par exemple, bah, déjà, tout de suite, avant même d'écouter la musique, nous, on va se projeter sur un univers. Donc, effectivement, l'artwork, c'est pas mal, mais même sans artwork, ça peut être une photo de presse, ça peut être, peu importe, parce qu'il y a des artistes aussi qui fonctionnent beaucoup au dessin, mais c'est vrai que c'est bien d'assimiler une image à une musique et d'aller encore plus loin et d'assimiler vraiment tout un projet. C'est-à-dire que, par exemple, je sais pas, vous êtes encadré par un tourneur quelconque, vous faites pas mal de dates, etc., et vous avez besoin d'un appui sur le disque, notamment pour la promotion, et suivre cette tournée et suivre du coup l'ensemble du projet, puisque vous tournez autour d'un EP et que là vous voulez produire soit un deuxième EP puis un album. Du coup, effectivement, ça a tout un intérêt, tout un sens de contacter tel ou tel label, mais avec une vraie vision stratégique. C'est-à-dire que c'est pas juste de dire voilà, moi je fais ça comme musique, c'est je fais ça comme musique, c'est ça ma DA, c'est ça qui se passe autour de mon projet, et c'est là où je vais aller. Et je pense que vous êtes un bon partenaire pour m'accompagner et avoir. Je pense que, après, je sais que c'est très compliqué pour un artiste d'avoir des réponses en label, parce que, en label, en éditeur ou même en tourneur, parce qu'on est beaucoup sollicité et je pense que je m'excuserai jamais assez de tous les mails auxquels je ne réponds pas, et je m'excuse même pour mes collaborateurs, etc., parce qu'il y a plein de mails auxquels on ne peut pas répondre. Mais faut pas que vous désespériez, je pense vraiment que si vous avez tous les arguments stratégiques autour de votre projet, autour de votre musique, vous trouverez preneur. Voilà, ça enfin pour moi c'est un premier fait. Donc il y a plein de choses à ne pas faire dedans, juste envoyer des démos, c'est assez complexe. Je vais vous parler vite fait sur Colligence des artistes, comment on les a rencontrés, pour que vous compreniez à quel point ça peut être très large et du coup il n'y a pas que la musique qui compte. Je vous parlais tout à l'heure de Baby Solo. Baby Solo, c'est simple, c'est le DA de Colligence qu'il a rencontré sur Tinder. Improbable, genre mais improbable de ouf. Et pourtant, donc la meuf, elle était là sur Tinder. T'as dit quoi? Si vous voulez signer. Ouais, voilà. Non mais en fait, elle était pas du tout en mode Tinder, zoulette, machin. Elle était vraiment en mode Tinder. Bah tiens, écoute mon son. Ça, j'espère. Ouais. Ouais, non mais et donc elle lui a envoyé le son en fait. Elle a matché, c'est triste pour lui, mais bon, elle a matché avec lui parce que dans sa description il y a marqué DA machin. Donc elle a matché et elle lui a envoyé le son et lui ça lui a plu, sachant que tout son univers Tinder en fait faisait complètement partie de sa direction artistique. Donc ces photos qu'elle avait mises sur Tinder, c'était choisi par rapport à son projet. Et elle a fait de Tinder vraiment un outil de communication autour de son projet. Et lui, il a trouvé ça génial, il a adoré le concept, et donc ils ont parlé, puis ça a amené sur la signature, sortie de quelques singles, sortie d'EP, et enfin sortie d'un EP prochainement. Mais bon voilà, ça c'est une des signatures. Ensuite, il y a des signatures qu'on a fait en les rencontrant sur un concert. Donc dimanche, je faisais la première partie d'une autre artiste de chez nous, qui s'appelle Sora, qui jouait à Dunkerque. Et moi j'étais parti avec le groupe et je suis tombé sur Dimanche en live, donc il faisait la première partie que je ne connaissais pas et j'ai adoré. Du coup on a gardé contact, ils m'ont envoyé leurs morceaux, etc. Donc voilà, on a signé comme ça. On a Shungs qui est la personne qui fait de l'afro-trap, qui lui pour le coup nous a envoyé un mail, un peu, enfin on sentait que le mail était vraiment dirigé pour nous.
il nous a appelés tous par nom prénom. C'était un peu improbable comme mail quand tu reçois un mail de personnes que tu connais pas qui t'appellent par ton prénom. Enfin, ça nous a interpellés tout de suite. Et vu qu'il y avait toute sa direction artistique, etc., et que en fait, dans son mail, il a réussi à faire transpirer toute l'énergie que lui donne. Même quand on le suit sur les réseaux sociaux, il a ce côté vraiment genre je donne de l'énergie. Et du coup, on a écouté ses tracks et ça nous a plu. Mais j'ai pas d'autres. Je réfléchis un peu. Avi, c'est une rencontre complètement professionnelle autour de son projet. Enfin, il n'y a pas de. Effectivement, il n'y a pas de rencontre type. Et du coup, quand vous allez chercher un label, il faut vraiment aller le chercher et savoir pourquoi vous allez le chercher. Voilà, c'est pour ça que je faisais un peu toutes ces allusions. Je pense que ce qui prime le plus, c'est votre projet. Et il faut que vous arriviez à le défendre, à séduire les DA pour que eux soient contents de défendre le projet et y croient. C'est un peu comme une danse à deux, dans un premier temps où on va chercher vraiment son collaborateur, être sûr que tout se passe bien, et l'autre en face, il va recevoir aussi tout un projet auquel il doit croire petit à petit, et voilà. Donc, il y a plusieurs axes de développement sur un projet en développement, et il faut pas les négliger. C'est-à-dire qu'on va pas juste chercher un label, il faut vraiment que vous alliez vous entourer soit d'un manager, soit d'un label, soit d'un éditeur, soit d'un tourneur, mais tout ça dans une logique. Si vous savez que par exemple la force de votre projet ça va être le live, il faut que vous alliez axer votre développement sur le live à travers des premières parties ou autres, pour que derrière vous puissiez conquérir d'autres horizons. Je pense pas qu'il y ait que le disque qui marche forcément aujourd'hui, d'autant plus qu'on voit avec les plateformes comme TuneCore, faut que j'en cite d'autres, Spin-Up, mais Believe c'est TuneCore, mais c'est des Baby exactement, eMusician ou toutes ces plateformes là où en fait du coup maintenant la distribution elle est accessible à tout le monde, et vous pouvez du coup vous faire connaître à travers ces plateformes. Alors c'est sûr que vous n'allez pas avoir la promotion forcément souhaitée sur des pitch playlists, etc. Mais au moins vous pouvez communiquer autour de votre projet d'une manière professionnelle et développer d'autres axes de développement avant de trouver preneur en disque. Il y a énormément d'artistes qui ont cartonné avant de signer en label ou en édition. Angel, elle était déjà signée en édition, mais elle n'était pas du tout signée en disque au début. Riles, qui était complètement indépendant. Puis il y en a plein, je ne les ai pas forcément tous en tête, mais il y en a plein. Du coup, il faut vraiment que vous captiez exactement ce que vous voulez aller chercher. Voilà. Et je vous dis ça parce que nous-mêmes, en interne, sur les artistes, il y en a qui sont signés donc en contrat d'exclusivité, d'autres qui sont signés sur certains projets, et d'autres qui ne sont pas signés en label et qui sont signés qu'en management. Et du coup, sur chaque artiste, on fixe nos objectifs au même titre que vous devriez fixer vos objectifs sur le projet. Donc, par exemple, sans donner de nom, on a des projets où on sait que ça va être le live qui peut faire breaker le projet. Du coup, on cherche pas un label ou un éditeur. On va vraiment chercher que des premières parties, etc. Et au bout d'un an, quand on aura fait pas mal de concerts, etc., qu'on aura commencé à faire notre place là-dessus, on axera le développement sur soit l'édition, soit le disque en fonction du projet. Mais je pense qu'il ne faut pas se focaliser sur un axe de développement. Il faut se focaliser sur un axe de développement qui n'est pas forcément le label ou l'éditeur ou le tour. Et ça, c'est en fonction de votre projet en fait. Et le mieux pour moi, avant d'en arriver là, c'est peut-être d'avoir quelqu'un qui a un peu d'expérience dans l'industrie pour vous conseiller sur la marche à suivre pour le développement. Mais alors, je vais peut-être sauter des questions. Ok, alors vas-y, j'enchaîne parce qu'en vrai, nous, pour faire notre sélection dans les artistes, etc., un label, ce qui va être le plus dur à créer sur un artiste, ça va être la fanbase. C'est ce qu'il y a de plus dur à créer. C'est vraiment, ça va être nous, notre cœur de développement pour un projet. On sait que si jamais l'artiste est suivi,
on a tant d'oreilles qui vont tout de suite écouter les tracks. En revanche, si l'artiste n'est pas suivi, c'est du 100% développement, on sait que y a 0 oreille potentielle qui vont l'écouter, hormis nous, nos contacts, quoi. Et du coup, effectivement, je pense qu'avant d'envoyer un label, il faut commencer à générer sa communauté. Et ça, on a de la chance, on est en 2020, on a les internets pour ça. Et je refuse de croire qu'un artiste indépendant autoproduit ne peut pas faire ce travail-là tout seul. Tout seul ou avec son équipe avec lui. Donc, pour moi, justement, c'est cette force qui a fait peur même à beaucoup de gros labels et de grosses majors, cette autoproduction des artistes, c'est votre force. C'est ce qui fait que vous pouvez très vite arriver dans un label parce que vous avez su construire votre communauté. Et il y en a plein comme ça. En vrai, il y en a plein. En parallèle, il y a énormément d'artistes aussi qui ont monté leur projet grâce à des KissKissBankBank, etc. Donc, il y a énormément d'axes de développement avant même de vouloir aller forcément tendre vers un label ou un éditeur. Et pour revenir par exemple sur la partie éditoriale, si vous savez que la force de votre projet, ça va être d'écrire et de composer, ou l'un des deux, effectivement, avoir un éditeur, ça peut être intéressant pour aller écrire des textes ou placer des productions pour d'autres artistes, qui pourra vous amener à développer vraiment votre projet à un next step. Chaque projet, chaque artiste doit avoir son mode de fonctionnement et trouver ce petit grain qui va faire que voilà, c'est cet axe-là qu'il faut prendre. En gros, voilà. On en reparlera, vous poserez des questions, etc. Mais voilà. Ok, super intéressant. T'as dit plein de trucs qui justement, c'est pas mal de questions que j'avais envie de poser et tout ça. Du coup, la conférence est finie. Merci, c'est sympa. Non, il y a deux choses sur lesquelles moi j'aimerais revenir et justement en parler avec toi aussi, Avi. À l'instant, en fait, tu viens de parler de tout ce qui est fanbase. C'est vrai que moi, quand je t'ai connu et qu'on a commencé à jouer ensemble, et que tu signais seulement chez Tiller, t'avais déjà, je crois, quelques millions de vues, notamment sur ton morceau avec le son de 50 Cent là. En partie. Ouais, sur SoundCloud, j'ai déjà quelques millions de vues. T'avais déjà quelques millions d'écoutes et de vues. Bon, de toute façon, ça peut faire l'objet d'une conférence entière de savoir comment tu construis une fanbase, mais en gros, j'aimerais déjà savoir comment à peu près comment t'en es arrivé là, quels conseils tu donnes justement sur la construction de la fanbase, quoi, sur les écoutes, les trucs comme ça. Visiblement, c'est quelque chose d'important. Un truc sur lequel je voulais rebondir, ouais, c'est que bah oui, déjà envoyer à 500 labels, ça peut complètement vous desservir en fait, parce que les labels, ils s'en rendront compte en fait que ils font partie d'une liste et que vous avez même pas pris la peine de vous renseigner et vous savez même pas à qui vous envoyez, parce que quand ils reçoivent un morceau, c'est facile pour eux de se rendre compte, de se dire bah si le mec nous suivait et voyait ce qu'on fait en ce moment, il saurait qu'en fait ce morceau est inapproprié. Et du coup, ça peut complètement desservir. Moi, je sais que tous les labels que je contacte, alors, en général, après, tout le monde bosse pas comme ça. Moi, c'est vrai que je mets une grosse partie sur l'humain. En général, quand j'envoie une démo à quelqu'un, c'est qu'on a déjà parlé. Enfin, c'est que je sais que j'apprécie la personne et que du coup, humainement, je suis carrément chaud pour bosser avec cette personne. Tout le monde fait pas ça, mais moi, je sais que je fais comme ça et que dans la musique, ça se passe assez comme ça aussi, surtout au niveau des labels indés. Et ça m'arrive carrément même de contacter des labels, même pas pour envoyer des démos en fait, mais juste pour quand je vois un projet que je me dis putain la prod est cool, la DA est très cool, toute la stratégie autour est vraiment bien, je m'intéresse au label, je vois un peu ce qu'ils font, parfois je les contacte juste pour leur dire ce que j'en pense, que je trouve que c'est très cool, etc. Ça permet déjà de créer un relationnel. Quand en plus tu vois que le mec est trop cool et que tu t'entends bien avec lui, derrière il va être super intéressé pour que tu lui envoies des démos à l'occasion, même pas forcément pour les signer, mais juste pour en parler avec toi. Tu peux même lui envoyer une démo, lui il va dire qu'il n'est pas intéressé pour son label, mais qu'il connaît un label qui serait super intéressé, qui recherche ça en ce moment. Enfin voilà, je pense que pour contacter un label, c'est avant tout une histoire humaine plutôt que juste envoyer une liste de labels, parce que ça va complètement desservir en fait d'envoyer. Il y a des labels qui, ça se trouve, auraient
aurait pu être super intéressé par un prochain son, mais puisqu'il a déjà reçu un mail de toi il y a un mois avec un morceau pas approprié et qui s'est rendu compte qu'en fait tu connaissais même pas leur label, il va sûrement pas ouvrir le deuxième mail en fait. Donc ouais, c'est important d'envoyer de savoir pourquoi on envoie un label, de se dire bah voilà, ce que je viens chercher chez eux c'est ça, parce que j'aime ci, parce que j'aime ça. Et deuxièmement, ouais, quand tu parlais de fanbase, alors au-delà d'une fanbase, en fait, je pense que oui, pour un label, c'est hyper risqué. Enfin, c'est même pas que c'est risqué, c'est que même si le morceau est très cool, si on envoie juste un morceau, à partir de ça, un label, il reçoit des dizaines de morceaux super cool chaque semaine, en fait. Parce qu'il y a plein de gens qui font du son super cool et qui produisent aujourd'hui et qui en envoient, et du coup, les mecs reçoivent, même si ton morceau il est super, bah il y a plein de morceaux super en fait tous les jours. Et du coup, ils ont besoin de plus que ça en fait, parce qu'un morceau c'est bien, le morceau est cool, mettons, mais derrière, tu es qui en fait? Enfin, eux, ils ont besoin de savoir qui tu es, quelle est ton identité, qu'est-ce que tu fais. Un artiste qui a encore jamais rien fait, du coup, ça veut dire que peut-être il a pas fait de live. Donc, ok, on le sort, on fait sa DA, on fait une identité, c'est déjà énormément de travail. Demain, je lui fais faire un live, du coup, ça va être son premier live. Ça peut être sympa, mais ce sera peut-être pas fou. Donc, du coup, c'est hyper compliqué, ouais, de se dire, bah, je vais faire de la musique dans mon coin et ma toute première sortie, ce sera sur un label. Moi, je veux sortir sur un label. C'est mieux de d'abord faire ça en indé. Surtout qu'aujourd'hui, grâce justement à Internet, il y a plein de possibilités, en fait. Spotify, maintenant, quand on distribue un morceau, donc justement avec TuneCore, etc., tous ces agrégateurs digitaux, on peut faire une submission en fait à Spotify et se retrouver dans une playlist Spotify dès sa première sortie si ça le fait quoi. Donc ouais, c'est mieux d'avoir sa petite fanbase d'abord. Il n'y a pas besoin d'avoir des milliers de followers, mais juste une identité, un projet qui soit un projet complet avec un logo, des covers, voilà, tout ce qui va bien. Et une fois qu'on a déjà sorti quelques morceaux, commencer à contacter un label, parce que c'est pareil, si on signe en label dès sa première sortie, ça veut dire qu'il n'y a pas de tag derrière. Pour le label, il va sortir un son, si on accroche des gens, les gens ils vont aller voir les autres sons, sauf qu'il n'y en a pas, et du coup, c'est pas forcément hyper intéressant du coup pour un label. Et ouais, du coup, je pense qu'il faut vraiment savoir pourquoi on va chez tel label, et c'est aussi super important de savoir aussi pourquoi ce label prend ton morceau en fait. Si le label est intéressé par le morceau, il faut que les deux parties se soient hyper claires en fait. Pourquoi je viens chez vous, qu'est-ce qui m'intéresse, et pourquoi tu prends mon morceau, qu'est-ce que vous allez en faire et quelle est votre idée derrière la tête en fait. Il faut que tout soit posé et clair en fait, plutôt que d'envoyer un listing de 500 mails qui n'apportera pas. Ok, c'est hyper intéressant tout ça. Il y a plusieurs choses qui reviennent chez vous deux. Toi, tu parles vous deux, vous avez parlé de défendre un projet. Toi, tu as parlé beaucoup de collaboration. Là, tu parles d'aventure humaine. En fait, on se rend vraiment bien compte que c'est pas simplement avoir un label pour avoir un label, mais bien collaborer avec une personne. Et que les gens des labels sont là pour aider et travailler sur un même projet en fait. Et collaborer là-dessus. Du coup, la question que je me pose en fait, c'est après cette signature, comment se passe la relation que tu as toi avec Charles? Comment se passe votre relation au jour le jour? Comment le label concrètement aide l'artiste? Comment l'artiste aussi travaille avec le label? Donc c'est quoi la routine, on va dire routine, j'exagère, mais après ça dépend du fonctionnement des labels. Ou comment vous bossez vous deux, par exemple? C'est tout récent. Ouais, c'est tout récent, donc ouais, ça peut être simplement des conseils stratégiques, un avis extérieur en fait. Déjà c'est super cool d'avoir un avis professionnel d'un DA en fait sur son projet. Rien que ça, quand on envoie des labels, même si par exemple on reçoit une réponse négative, c'est déjà trop cool en fait, c'est une réussite, c'est pas du tout un échec qu'un label nous dise non, on n'est pas intéressé, parce que le mec t'a répondu et si ça se trouve il va te donner son avis professionnel, et ça c'est génial en fait. Et du coup c'est bien d'entretenir la relation en fait avec une personne qui te répond et qui parle de ton projet, et surtout ça te permet aussi d'être moins impliqué sentimentalement dans ton projet en fait, parce que quand tu fais tout toi-même et qu'on te dit ouais franchement tu te prends des critiques, c'est au début dur, mais en fait à force avec l'expérience, en fait, c'est génial, et ça permet justement vraiment de se désengager sentimentalement de ces projets, et justement de réussir à les voir un peu aussi comme des produits, se dire bah voilà, j'ai créé ça, mais peut-être que c'est naze, c'est ok, c'était le produit, peut-être que c'est, voilà, c'est super intéressant du coup d'avoir des avis
des professionnels, d'en parler avec eux, et surtout ça te permet derrière de créer une relation, et même pour le prochain morceau, de renvoyer à la même personne et de dire bah, j'ai tenu compte des conseils, qu'est-ce que tu penses de celui-là, etc. Et du coup c'est super juste d'avoir une réponse en fait, même si elle n'est pas positive, c'est super important justement d'entretenir les relations, et plutôt que d'être... Parce que en tant qu'artiste, au début, c'est vrai que tu te prends une réponse négative, t'as tendance à être un peu vexé, normal, mais en fait pas du tout, faut pas du tout réagir comme ça, et en fait c'est super que le mec ait pris la peine d'écouter ton morceau et te donne son avis, et surtout que personne n'a les mêmes goûts, personne n'a l'assistance infuse, c'est parce qu'un DA de tel endroit, aussi gros soit-il, te dit un truc que forcément le voisin te dira la même chose, donc ouais, voilà. Et puis après au niveau des relations, bah, ça dépend des labels en fait, ça dépend de leur spécialité justement, comme disait Charles, eux ils ont des artistes avec qui ils sont plus sur le live, d'autres plus sur la synchro, d'autres plus, voilà, ça dépend, tout dépend du label, de sa façon de fonctionner. Il y a des labels aussi qui, moi je sais qu'Autodaio, ils avaient un planning de sortie vraiment très chargé, toutes les 2-3 semaines ils sortaient un morceau, donc du coup la relation elle est cool, elle est assez proche, mais tu leur parles pas à longueur de journée, parce que du coup ils ont des tas de projets sur lesquels ils doivent bosser, et ce qui est cool, bah, c'est que parfois tu vas pas leur parler pendant plusieurs mois, mais pour une raison ou une autre, parce que le titre, il y a telle agence ou telle marque qui veut faire un truc avec, ou peu importe, du coup bah tu leur envoies un mail, tu dis bah voilà, le titre qui est chez vous, machin, tu te remets à bosser un peu avec eux, du coup la relation, voilà quoi, mais après les relations, moi en tout cas dans mon expérience, j'ai eu que des super relations, puisque comme je te disais, je fais vraiment le truc humainement, donc en fait je bosse vraiment avec des gens que j'aime bien en fait, donc ça m'est jamais arrivé de me dire ouais j'aime pas trop leur mentalité au délire, mais leur label est cool, donc non, ça m'est jamais arrivé. Donc après il y a sûrement des gens qui font ça et qui ont plus une vision business et qui se disent peu importe la personne, moi je fais du business, mais en tout cas moi pour le moment je vais vraiment avec les personnes que j'apprécie, quoi, donc forcément les relations se passent bien, quoi. Je rebondis un peu là-dessus quand même parce que c'est important. La musique, votre projet, c'est le cœur de nos discussions, mais aux extrémités de ça, il y a quand même deux personnes humaines, que ça soit un chef de projet d'un côté et un artiste de l'autre, ou un DA et un artiste, ou peu importe. C'est quand même une relation humaine qui vont partager, qui vont défendre ce même projet ensemble. Du coup, c'est pour ça qu'en fait, même les signatures en label, ça prend du temps, parce qu'il y a plusieurs échanges, ça prend plus ou moins de temps si le feeling passe tout de suite ou pas, mais il y a quand même ce côté relation humaine qui est très très forte, et c'est du coup je reviens sur ce que je vous disais, quand vous démarchez un label que vous ne connaissez pas personnellement, il faut que vous mettiez l'humain en avant, votre projet, ce que vous voulez faire, vous quoi, et que vous vous mettez vraiment en avant sans envoyer un CV. Mais c'est important que nous, quand on reçoit un email, en peu de lignes, parce qu'il y a ça aussi, en peu de lignes, on sache qui vous êtes, quoi. C'est ce qui est plaisant, c'est ce qui est plaisant et qui va faire que quand on va se rencontrer, on va avoir des choses à dire, on va pouvoir parler d'autres choses que simplement de la musique qui a été faite, mais aussi de toute l'histoire qu'il y a eu pour en arriver à cette musique qui a été faite, et toute l'histoire envisagée par la suite de cette collaboration. Du coup, l'humain, c'est vachement important. Je pense que de toute façon, rares sont les collaborations entre DA et DA ou chef de projet et artiste fructueuses quand ça se passe mal, quoi.